Donc Patrick, bonsoir, Oui, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et alors, c'est quoi Rivalis? merci déjà aussi de me recevoir, c'est sympa. Rivalis, en fait, c'est une société qui a été créée en 1994, à l'origine par, on va dire, quelqu'un qui avait une certaine vision, qui s'appelle Henri Valdan, et qui trouvait assez étonnant que dans les années 90, il y ait beaucoup de petites entreprises, en fait, à peu près une sur deux, qui, au bout de 2 ans, disparaissaient et étaient en cessation d'activité, voilà. Et donc, Henri Valdan donc, a été interpellé de voir que autant de chefs d'entreprise arrêtaient leur activité aussi rapidement, on va dire. Et du coup, Euh, et il a fait quoi? Il a fait une sorte de sondage pour savoir d'où ça venait? oui, et il s'est beaucoup questionné en fait. Euh, à force de recherche, voilà, il a constaté qu'effectivement, les entrepreneurs avaient de super compétences dans leur domaine propre, mais que leur difficulté, en fait, ce qui pêchait pour eux, c'était toute la partie, on va dire, gestion administrative, gestion humaine. Donc, il a vu qu'effectivement, le chef d'entreprise qui, lui, avait de super qualités et compétences dans son domaine propre, était du coup mis en difficulté par, on va dire, tout le panel de connaissances qu'il faut avoir pour gérer une entreprise. Oui, donc Euh, tout ce qui est administratif et comptabilité, quoi. ouais, administratif, comptabilité, gestion, planification, voilà, vraiment tout l'ensemble qui est autour d'une activité propre, des fois aussi aux ressources humaines, gestion de personnel, Mhm. euh, et des choses qu'en fait on arrive à avoir dans des très grosses structures, hein, plus de 30 ou 40 salariés, et que les petites ou très petites entreprises, les moins de 20 salariés, en fait, ont du mal ou n'arrivent pas à mettre en œuvre, hein. Quand une entreprise a 3 ou 4 salariés, il n'y a pas un gestionnaire RH, il n'y a pas un, Ben, on va souvent, c'est dire, l'entrepreneur qui fait tout, d'ailleurs. pardon? Souvent, sur les toutes petites entreprises, c'est l'entrepreneur qui fait tout. Exactement, c'est lui qui fait tout. Et, la difficulté, c'est que il est tellement aussi, on va dire, concentré dans le développement de son activité, dans le faire aussi, parce que quand il y a une entreprise de 3-4 salariés, le chef d'entreprise est aussi sur à œuvrer en fait, hein, et aussi sur l'ouvrage. Donc entre les devis, les relations clients, l'ouvrage, à un moment donné, effectivement, il n'arrive pas non plus à être partout. Et si tant est qu'il a éventuellement un petit peu de temps, il n'a pas forcément non plus toutes les connaissances aussi pour pouvoir répondre à toutes les problématiques d'une entreprise, même une petite entreprise qui a les mêmes problématiques qu'une grande entreprise. Et est-ce que lui avait vécu la même chose pour finalement s'inquiéter un petit peu du fait que les entreprises périclitaient alors qu'il y avait une vraie compétence? Est-ce que lui avait vécu la même chose aussi? Là, tu me poses une bonne question, mais À laquelle tu n'as pas la réponse. j'ai pas forcément la réponse. Je sais qu'il était entrepreneur. Il a eu été effectivement au contact avec les entreprises, plutôt des grosses entreprises. Son constat, effectivement, à un moment donné, c'était vraiment de se dire comment ça se fait qu'autant Oui. d'entrepreneurs, de petites entreprises, en fait, arrêtent. Et voilà, c'est surtout ça qui l'a voilà, interpellé, et il s'est dit qu'il fallait essayer d'exploiter en fait des connaissances de tout un tas de personnes qui avaient ces compétences, des cadres qui quelque part étaient pas forcément très bien dans leur domaine professionnel, et d'utiliser justement cette richesse humaine pour pouvoir effectivement arriver en lien et en aide et en appui en fait aux petites entreprises. D'accord. Donc lui, il fonde ce réseau et dans ce réseau, il met en place des sortes de domaines d'expertise pour aider les entrepreneurs. Oui, en fait, la richesse du réseau, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait,
y a eu au moins deux constats qui ont été faits. La première, c'est effectivement que les petites entreprises, les chefs, les dirigeants de petites entreprises n'avaient pas forcément toutes les compétences et les connaissances dans tous les domaines, et en même temps, se retrouvaient très souvent, si ce n'est quasiment tout le temps, seuls face à leurs difficultés. Ce qui fait que, en fait, ils n'avaient pas la capacité ou la possibilité, surtout la possibilité de se retourner vers quelqu'un vers qui chercher de l'aide. Et donc, par conséquent, la force du réseau qui a été créé par Rivalis aujourd'hui, c'est que, y compris nous, conseillers Rivalis, on n'est jamais seul, puisqu'on a tous nos collègues à travers la France. Et on a de ce fait aussi le cumul de toutes ces compétences, parce que chacun a on va dire, un petit peu des spécificités ou des domaines sur lesquels il est encore plus compétent qu'un autre. Et donc, du coup, on s'entraide aussi entre nous pour pouvoir accompagner dans les meilleures conditions les chefs d'entreprise. Ça veut dire que toi, tu es conseiller Rivalis, mais que tu ne fais pas que ça, tu as une autre activité à côté. Non. Non, tu fais que ça? Que Rivalis, que conseiller de petites entreprises à 100%. Ouais. Avant, j'avais une entreprise, en fait, j'étais micro-entrepreneur et j'ai cessé mon activité pour vraiment me consacrer à 100% dans le conseil auprès des petites et très petites entreprises. Ah, d'accord. Et c'est le fait d'avoir découvert Rivalis que tu as arrêté ta première activité? Tu étais dans les assurances, hein? En fait, oui, c'est vraiment lorsque j'ai découvert le concept Rivalis que c'est pratiquement devenu une évidence en très peu de temps. Et je me suis dit, c'est absolument ça que je veux faire. C'est vraiment aider les entrepreneurs à réussir, à se développer, à perdurer dans leur activité et à pouvoir offrir le meilleur autour d'eux. Et je trouve que cette collaboration me plaisait énormément. Et alors, qu'est-ce que tu apportes comme conseil? Alors, qui peut faire appel à toi? Tout entrepreneur, qu'il soit auto-entrepreneur, entrepreneur d'une entreprise avec 1 ou 3 salariés ou 5 ou 10 ou 20 ou 50 ou plus? Non. Non? Ah, d'accord. Alors, on va se limiter, on va dire, dans le nombre, on va se limiter autour de, on va dire, 19-20. D'accord. Même si il existe des conseillers Rivalis qui aujourd'hui, de manière très ponctuelle, accompagnent des entreprises de plus de 20 salariés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont commencé à travailler avec l'entreprise quand elle avait à peu près 13-14 salariés. Et aujourd'hui, en fait, avec l'accompagnement, l'entreprise s'est développée et quelquefois représente 30 ou 35 salariés. Donc, du coup, effectivement, l'accompagnant, ou le chef d'entreprise, en fait, a gardé le conseiller Rivalis. Mais notre job, en fait, c'est vraiment d'accompagner les entreprises de moins de 20 salariés. Et par contre, c'est tout type d'entreprise, que ce soit des commerçants, des artisans, quel que soit le domaine, que ce soit de la création ou des entreprises qui ont déjà plusieurs années. Voilà, on est en capacité en fait d'aider et de développer et d'aider au développement en fait tout type d'entreprise, y compris avec un seul salarié. Et est-ce que le fait qu'il y ait eu un confinement, ça a accentué, on va dire, les problèmes d'un entrepreneur? Alors, ça dépend des secteurs. On a tous conscience qu'effectivement, ça a considérablement pénalisé tout ce qui était culturel, tout ce qui était restauration. Par contre, à l'inverse, dans le bâtiment, à l'exception, on va dire, des 2 mois de confinement obligatoire de mi-mars à mi-mai, le bâtiment explose en fait et l'activité bat son plein en ce moment. Mais par contre, je vais dire que cette partie en fait a été riche aussi parce que et là aussi les entreprises qui étaient accompagnées par un conseiller ont pu quelquefois rebondir et
et moins ressentir en fait cette période difficile. Les effets du confinement, de la crise et tout ça, quoi. Complètement. En essayant justement de dévier leur activité. On voit certains restaurateurs qui, certes, ne pouvaient pas ouvrir, mais faisaient des plats emportés. Voilà, on trouvait des astuces et des solutions pour, mine de rien, perdurer dans leur activité. Et D'accord. il y a des très belles réalisations. Ah bah oui, tu vas nous raconter ça. Alors, quelles sont on va dire, les premières erreurs que font les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise et en quoi, toi, en tant que conseiller rivaliste, tu peux les aider? Alors, ben, la première erreur, mais en même temps, c'est pas de leur fait, hein, c'est aussi de l'organisation de la vie de l'entreprise. La première erreur, en fait, c'est que quand une entreprise naît, en fait, quand on crée une entreprise, on a quelque part un petit peu l'obligation de créer un business plan pour voir si l'entreprise est pérenne à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et la première erreur, c'est le fait que ce business plan, en fait, n'est pas revu au bout d'1 an ou 2 ans, n'est pas réajusté, n'est pas réadapté et ne se fait pas, en fait, tous les ans. Voilà. Il faut, en fait, en tant qu'entrepreneur, créer, en fait, une planification annuelle de son entreprise, définir ses objectifs et les définir de manière annuelle, mais après aussi d'être en capacité de les redéfinir et de les diviser en les redéfinissant, on va dire, enfin, semestriellement, puis mensuellement, puis chaque semaine, en fait. Hmm. Et, et, euh, et c'est parce qu'on sait où on veut aller qu'effectivement, on est en capacité d'y aller. D'accord. Et, Donc, et si moi je suis nulle dans ce genre de truc et que je me suis jamais posé la question en tant qu'entrepreneur, ouais. toi, justement, tu vas m'aider, me donner des outils ou tu vas le faire pour moi? On va faire les deux en parallèle. D'accord. L'objectif, c'est déjà je ne peux pas l'inventer à la place de l'entreprise, de l'entrepreneur. Mon conseil, voilà, mon aide, mon appui, c'est vraiment de récupérer l'information de l'entrepreneur, savoir où il veut aller, où il veut emmener son entreprise, où il veut aller lui aussi, et où il est aussi aujourd'hui. Et du coup, en moulinant un petit peu toutes ces informations, de lui amener un prévisionnel qui soit en accord avec la capacité de son entreprise, en accord aussi avec ce qu'il en attend, et après de l'accompagner sur ce chemin pour atteindre justement son objectif. Oui. Alors ça, c'est facile quand on est dans la création. Enfin, je dirais que c'est plus simple et plus facile quand on est dans la période de la création d'entreprise. Mais si on a déjà fonctionné avec, on va dire, de mauvaises habitudes, est-ce que on peut arriver à changer ça relativement rapidement et facilement? Complètement. Je dirais, je donnerai qu'un seul exemple, enfin un exemple. Tu es aussi coach dans la vie, et donc tu accompagnes aussi des gens. Accompagner une entreprise, c'est pareil. Et accompagner un chef d'entreprise, c'est exactement pareil. On peut avoir eu effectivement, entre guillemets, peut-être comment je pourrais dire ça, de mauvaises pratiques, entre guillemets, même s'il n'y a pas de mauvaises pratiques, mais pas des pratiques optimum, en tout cas, ou optimales pour son entreprise. Mais justement, grâce à mon job, je suis là aussi, ça fait partie de mes missions, en fait, d'accompagner le chef d'entreprise et de rectifier, de l'amener, en fait, à redresser la barre quelque part et à reprendre vraiment le bon chemin pour pouvoir ramener son entreprise, on va dire, sur la bonne route pour qu'il puisse récupérer le maximum du potentiel de son entreprise. Donc, si je suis entrepreneur et que je fais appel à toi, est-ce que c'est parce que j'ai des difficultés de trésorerie ou au niveau des ressources humaines, peut-être à trouver des employés, etc., ou je peux faire appel à toi, même si tout va bien, pour encore plus peut-être optimiser ou agrandir mon chiffre d'affaires, je ne sais pas. À quel moment, en fait, je fais appel à un conseiller rivaliste?
À tout moment. Merci Patrick. Quand l'entreprise est en difficulté, on a peut-être plus conscience et on prend plus conscience qu'effectivement, il faut peut-être quelque chose pour aider. À ce moment-là, on est un peu dans l'urgence et il est jamais trop, enfin, il est presque jamais trop tard. Tant qu'il n'y a pas de dépôt de bilan, il est jamais trop tard pour pouvoir faire appel et trouver des solutions justement le plus rapidement possible pour ramener l'entreprise dans des bons rails. Oui. Maintenant, même une entreprise qui quelque part fonctionne bien, c'est pas parce qu'elle fonctionne bien qu'elle ne peut pas donner plus. En fait, on parle beaucoup de pilotage d'entreprise, hein, l'accompagnement au pilotage d'entreprise. Et pilotage, qui dit pilotage, en fait, on dit un petit peu dans une voiture, hein, et l'entreprise, c'est un peu une voiture de course. Et quand on n'a pas de vision et qu'on ne sait pas vraiment où on va, même si l'entreprise fait du chiffre chaque année, gagne de l'argent, quand on ne sait pas vraiment où on va, on ne donne pas le maximum de l'entreprise. On est un peu comme si on conduisait un peu dans le brouillard, donc on est un peu au ralenti. Mais c'est pas pour autant que l'entreprise perd de l'argent, sauf qu'en utilisant le vrai potentiel de l'entreprise, eh ben, on peut vraiment faire des choses merveilleuses. Alors, pour qui d'ailleurs? La première des choses, c'est aussi pour le dirigeant, parce que très souvent, un dirigeant qui a une entreprise qui fonctionne moyennement, va commencer déjà par pas bien se payer. Il va commencer par faire beaucoup d'heures pour compenser ça. Donc en fait, quelque part, c'est aussi offrir aux dirigeants la possibilité de gagner mieux sa vie, de faire moins d'heures tout en ayant une entreprise qui fonctionne mieux. Donc c'est aussi une plus grande sérénité pour l'entrepreneur. Donc c'est tout bénef, y compris pour une entreprise qui a priori fonctionne bien. Et alors, donc, on a vu, la première chose à faire, c'est un bon prévisionnel. Donc, un conseiller rivaliste va pouvoir m'aider en tant qu'entrepreneur à réaliser ce prévisionnel. Donc, dans ce prévisionnel, logiquement, tout entrepreneur a fait un petit peu un prévisionnel, surtout s'il a fait appel à sa banque, parce qu'en général, une banque demande toujours un prévisionnel. Mais s'il ne fait pas appel à la banque, il l'a peut-être pas fait. Donc, quelles sont les étapes d'un bon prévisionnel? Ah, bon prévisionnel, c'est quelque chose qui, c'est en fait, alors ça dépend. Il y a deux types de prévisionnel. Il y a le prévisionnel, on va dire pour la partie plutôt commerce, et le prévisionnel pour la partie plus artisan. Alors quand je dissocie les deux, pourquoi? Parce que dans la partie commerce, en fait, le prévisionnel, c'est enfin, où le chiffre d'affaires pour un commerçant plutôt, c'est on va dire le client et le panier moyen d'un client qui rentre dans le magasin. Donc pour un commerçant, faire déjà un bon prévisionnel, c'est déjà vérifier, on va dire le périmètre d'action de son magasin, vérifier la concurrence autour, vérifier qu'effectivement il y a un potentiel. Et après, c'est de définir le panier moyen par client et de définir effectivement le nombre de clients qu'on veut atteindre journalier. Pour atteindre un certain chiffre d'affaires qui me permettrait de payer mes charges, de me payer moi et éventuellement de prendre en charge un salarié. Exactement, exactement. Chez un artisan, en fait, le prévisionnel dépend en fait de deux autres paramètres qui sont bien sûr le personnel, parce que le personnel va donner un nombre d'heures. Donc là, ça dépend on va dire, de la productivité des gens et de la rentabilité des gens, des salariés. Et puis, il y a aussi la marge sur les marchandises, en fait. Voilà. Donc, ce sont deux, on va dire quelque part, deux analyses distinctes. Donc, il faut bien arriver à dissocier, en fait, ce qui est commerçant et artisan. Alors, pour réaliser un bon prévisionnel, c'est de ne pas être trop optimiste, mais en même temps non plus trop réserviste. Et voilà. Donc,
Oui, Quand c'est trop un exemple, optimiste, ça serait par exemple, je sais pas, j'ouvre un salon de thé et de dire si je suis dans un 50 mètres carrés, de dire que je vais avoir 1000 clients par jour. Alors que, oui, bah oui, voilà, ouais, donc c'est c'est, vrai que c'est rêvé, mais en même temps, c'est pas réaliste. oui, voilà. Ok, donc là, tu vas aider l'entrepreneur. Souvent, la question d'un entrepreneur, c'est oui, mais si je prends un conseiller, déjà que je démarre, j'ai pas beaucoup d'argent, voire pas du tout, et que je Ouais, suis sur des réserves, oui. est-ce que prendre un conseiller, ça va pas me coûter les yeux de la tête? Et en fait, quand j'interviens dans une entreprise, alors en dehors d'une phase de création, on va dire, parce que quand une entreprise existe déjà, il est peut-être plus facile de comprendre le message que je vais amener, qui est peut-être moins facile pour quelqu'un qui crée son entreprise. Lorsque j'interviens dans une entreprise qui existe déjà, mon discours, il est très simple, c'est de dire aux dirigeants de l'entreprise, je vais vous apporter 5 fois en plus que ce que vous avez aujourd'hui, 5 fois ce que je vous coûte. C'est-à-dire que l'entreprise, minimum, hein, donc l'entreprise, vraiment, par mon intervention, gagne de l'argent. Or, aujourd'hui, et l'entrepreneur le voit très bien, il sait très bien le niveau effectivement de son entreprise. Donc, si je lui dis qu'effectivement, mon intervention va lui faire gagner beaucoup plus d'argent que ce que je lui coûte, c'est que du bénéfice et du plus pour l'entreprise. Oui, mais ça me dit pas combien je vais gagner, je vais devoir dépenser. Est-ce que c'est en fonction de mon chiffre d'affaires? Est-ce que c'est négociable? Tu vois? C'est ça qui fait peur souvent aux entrepreneurs aussi, de faire appel à des gens extérieurs. Ils se disent, oh, bah, je vais pas avoir les moyens, donc je vais tout faire tout seul, même si si j'ai pas les compétences, je vais me démerder, quoi. Ouais, mais oui, c'est possible, hein. Mais peut-être malheureusement trop souvent se débrouiller moins bien que s'il donnait un petit quelque chose pour vraiment obtenir encore plus. En fait, D'accord. pour montrer l'intérêt de notre intervention, euh, on réalise ce qu'on appelle un diagnostic d'entreprise, de l'entreprise en disant à la personne, ben voilà, moi je prends voilà, ce que vous avez aujourd'hui, votre fonctionnement, votre mode oui, de fonctionnement de l'entreprise, et ben, je vais vous montrer là où je peux amener l'entreprise. Et, euh, et en fait, quand on fait ça, très souvent, si ce n'est à 95%, on montre effectivement aux dirigeants que l'entreprise, on peut l'amener vraiment haut. Et par conséquent, on lui dit, ben voilà où on peut vous amener. Et ben sachez que dans tout le bénéfice que vous pouvez récupérer, moi je suis déjà payé largement. Voilà, parce qu'on intègre aussi notre prestation dedans. Donc ce qui fait qu'en fait, au début, l'entrepreneur en fait ne voit même pas la prestation, le coût de la prestation, parce qu'il voit surtout le gain qu'on peut lui faire obtenir, quoi, et qu'il n'a Hmm. jamais fait jusqu'à maintenant. Très bien. Alors, on a vu qu'il fallait établir un prévisionnel. La deuxième étape, ce serait quoi? La deuxième étape, c'est de mettre en place des indicateurs de bord. Parce que c'est Alors, avant que tu commences, c'est quoi un indicateur? ah bah des éléments qui permettent de quantifier et de mesurer en fait l'activité de l'entreprise. C'est c'est vraiment de mettre des choses mesurables, quantifiables. Par exemple, je parlais tout à l'heure pour un commerçant. Ce qui est important pour un commerçant, c'est d'identifier le nombre de clients qui rentrent dans le magasin, le nombre de clients qui effectivement achètent, parce que on sait que tous les clients qui rentrent dans un magasin, un commerce, n'achètent pas. Donc, c'est de connaître la quantité de clients qui rentrent, la quantité de clients qui achètent, de pouvoir identifier aussi ce que l'on appelle le panier moyen, c'est-à-dire la valeur moyenne qui est dépensée par un client dans le magasin. Voilà. Donc, ça, ce sont des indicateurs.
Et notre objectif, c'est déjà de les connaître, de les mesurer, de les quantifier pour pouvoir petit à petit les améliorer. Chez un artisan, les indicateurs, par exemple, quand l'artisan il a 2 salariés qui travaillent à 35 heures, eh ben, s'assurer réellement qu'il travaille vraiment le temps imparti sur les chantiers, pas plus, pas moins, et qu'il soit occupé à 100%. Alors ça veut dire quoi? Il faut mettre en place des sortes de fiches pour vérifier, pour un petit peu genre comme on va à l'usine, tu sais, où on pointe. C'est quoi le… Non, peut-être pas jusque-là. Non, pas complètement, mais pas loin quand même. Et c'est-à-dire que c'est que, par exemple, quand un artisan fait un devis et estime que pour faire telle prestation, il va chiffrer à 8 euros, enfin 8 heures, pardon, la prestation sur un taux horaire de 40 euros. Donc, ça fait un coût de 320 euros. Voilà. Si ses employés, ses salariés ne passent pas 8 heures, mais passent 16 heures, eh ben, son coût horaire réel dans l'entreprise, c'est plus 40 euros, c'est 20 euros. C'est ça. Donc, en fait, il faut que non seulement… Alors après, on se pose des questions avec l'entrepreneur. Est-ce qu'effectivement, il a mal calculé, mal identifié le devis, ou est-ce qu'il a peut-être eu… Voilà, est-ce qu'il a donné les bonnes consignes auprès de ses salariés? C'est vraiment… Il a sous-estimé le travail qu'il fallait. Effectivement, ça veut dire qu'il ne gagne pas d'argent là. Il n'en gagne pas, mais il a toutes les chances d'en perdre. Parce qu'on voit qu'il gagne 2 fois plus que ce qu'il facture. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Alors, c'est pareil, par exemple, sur les tarifs. Un des gros problèmes d'un entrepreneur, c'est de décider de son tarif. Alors, qu'il soit coach, qu'il soit artisan, qu'il soit patron d'un café, c'est comment je décide d'un prix. Donc ça, en tant que conseiller rivaliste, tu peux aussi, quel que soit, parce que tu disais que justement, peu importe le domaine finalement dans lequel j'ai mon entreprise, j'ai créé mon entreprise, on peut avoir une réponse. Donc ça veut dire que je sois dans la restauration, dans la vente, dans le commerce de vêtements ou de vaisselle, tu pourras m'aiguiller à avoir les meilleurs tarifs, ni trop haut, ni trop bas, et quelque chose de juste. Complètement. Complètement pour plusieurs raisons. La première, c'est que si les tarifs sont trop bas, effectivement, le commerce, quel qu'il soit, l'activité ou l'entreprise, quelle qu'elle soit, va avoir du chiffre d'affaires, mais en fait, va perdre de l'argent à chaque fois. Si les tarifs sont trop hauts, c'est l'inverse. On aura moins de chiffre d'affaires. OK, à chaque fois qu'il y aura un chiffre d'affaires, l'entreprise gagnera de l'argent, mais en définitive, elle aura un petit chiffre d'affaires, donc en définitive, elle va perdre de l'argent. Donc, il y a aussi une analyse qui est faite par rapport à l'environnement, par rapport aux tarifs qui sont faits autour, effectivement, pour que l'entreprise ne soit ni trop élevée, ni trop faible. Les tarifs de l'entreprise ne soient ni trop élevés, ni trop faibles. Après, si l'entreprise, le chef d'entreprise décide éventuellement d'avoir une tarification peut-être un peu plus élevée qu'à côté, que la concurrence d'à côté, eh bien, il faut qu'on arrive justement, et qu'il arrive, et on le fait ensemble, on travaille ensemble, qu'il puisse y avoir une valeur ajoutée par rapport à la concurrence d'à côté. C'est ça. Et finalement, de justifier ce tarif qui sera plus cher que le concurrent d'à côté. Pourquoi on est plus cher? Eh bien, parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça. Et c'est vrai que quelquefois, c'est assez compliqué. Et je le vois notamment dans ce qui est le bâtiment, parce que, on va dire, comparer un peintre qui va peindre 20 mètres carrés à 30 euros de l'heure et un autre peintre qui va peindre à 35 euros de l'heure. Alors, sur le moment, on s'en rend peut-être pas trop compte, mais effectivement, après, il y a la qualité. Mais il faut arriver à bien expliquer au client, effectivement, le tarif et donc la qualité qu'il peut avoir derrière si la prestation est un peu plus élevée que le concurrent. Oui, mais souvent, il y a une sorte de culpabilité aussi qui se met en place, de devoir se justifier. Finalement,
comment ne pas passer par la période, le moment où on est quelque part obligé d'expliquer et peut-être de justifier ses tarifs. Parce que effectivement, si on sait qu'on travaille très très bien dans la finesse, tu donnais l'exemple d'un peintre. Moi, en tant que client, je vais peut-être avoir tendance à choisir le moins cher. Mais voilà, tu vois. C'est tant le justifier que de l'expliquer. C'est vraiment être dans une démarche, là aussi, vis-à-vis du client, pédagogique, en disant, écoutez, voilà, mes matériaux, peut-être en donnant des références de clients aussi, et en expliquant que avec son travail, le client est sûr de ne pas être embêté pendant 10 ans ou qu'il y aura une bonne tenue dans le temps. Voilà. Après, c'est vraiment l'aspect pédagogique. Et là aussi, c'est des choses que l'on amène auprès des différentes entreprises, et notamment dans le bâtiment. Quand une entreprise en fait a un devis à faire, l'un des conseils qui est aussi donné, c'est de ne pas envoyer le devis par mail ou par courrier, mais aller de le donner à la main, directement à la main du client, et d'expliquer le devis et de garder justement cette relation aussi humaine. Et ce qui fait que du coup, on peut plus facilement expliquer sans justifier. Et sans, ouais. sans Alors c'est parfois compliqué. Là, c'est quoi le fait de donner main à la main? Je sais pas. Là, tu vois, on est dans le Finistère. Il y a le Finistère Sud, Finistère Nord. Imaginons que j'ai mon entreprise de peinture dans le Finistère Nord et que j'ai un client dans le Finistère Sud. Ça me fait beaucoup de kilomètres, par exemple, pour aller remettre en main un devis. Si en plus le devis, je suis pas sûre qu'il soit accepté, tu vois, là c'est pareil, en tant qu'entrepreneur, je vais dire non, mais je vais l'envoyer par mail parce que si je fais 100 km aller-retour, tu vois. Il faut relativiser. Ça dépend effectivement de la distance du chantier, ça dépend de l'importance du chantier, ça dépend des opportunités qui sont autour, ça dépend de plein de choses. Les entrepreneurs ont quelquefois plusieurs clients proches, donc il va faire un devis, il en profite pour en remettre un autre pas très loin, etc. Mais, oui, optimiser son temps, quoi, ses déplacements et son temps. Complètement. Mais on va dire que c'est comment pourrais-je dire ça, c'est vraiment un aspect humain. Voilà. Et non pas, j'ai fait un devis, je l'envoie par mail, basta. Oui, mais en même temps, des fois, ça fait peur. Alors, quand tu parlais de pilotage d'entrepreneur et que tu parlais aussi de coaching, souvent aussi, ça c'est un problème de l'entrepreneur, c'est de parler de son entreprise. Donc, est-ce que dans les missions d'un conseiller Rivalis, il y a cette partie coaching de l'entrepreneur et de lui apprendre à pitcher, par exemple, à expliquer son entreprise, son travail, ses compétences? Il y a ce volet coaching aussi? On va dire qu'on est un peu coach d'entreprise, obligatoirement, parce qu'on sait tous que la partie psychologique est aussi importante, la confiance en soi, le fait de se sentir à l'aise. Et effectivement, ça fait partie. Alors bon, on n'est pas vraiment des coachs en tant que tels, même si quelques-uns ont peut-être plus de facilité que d'autres ou ont déjà des expériences. Bon, en tant que tel, on fait pas un vrai coaching en one-to-one, voilà. Ceci étant, si vraiment le besoin s'en fait ressentir, je pense que quand on a les compétences, ça peut être très utile et très riche pour le chef d'entreprise. Oui, parce qu'un chef d'entreprise qui fait son métier depuis très longtemps et celui qui démarre, même si on a plutôt confiance, parce que si on crée une entreprise, c'est qu'on a confiance en soi, on a confiance aussi dans le marché, donc on se dit, allez, je peux me lancer. Mais il y a quand même le fait de démarrer, un petit doute, on se dit, et si jamais, et si, tu vois, et donc c'est vrai qu'il y a
on a besoin parfois d'entendre les gens nous dire non mais vas-y, tu fais un travail extraordinaire, vas-y. Donc d'où ma question, est-ce qu'un conseiller rivaliste fait un petit peu, tu vois, le genre coach sportif, coach, tu vois, de motivation, quoi. Ça pourrait, alors pas forcément de motivation, mais au moins de stimuli, voilà. Oui. Mais ça le pourrait parce que la confiance en soi dont tu parlais tout à l'heure, quand on crée une entreprise, on est euphorique. Donc on voit que tout est beau, tout est rose. En fait, en parent, on va avoir on se rend compte qu'on a des devis qui sont refusés. Et puis, petit à petit, en fait, quand on a des non, on peut se dire et puis la confiance en soi, elle peut descendre très vite aussi. Hein. Ah oui, elle peut prendre un coup. Oui. Donc, c'est important d'être accompagné, d'être soutenu, d'être effectivement un petit peu des fois boosté en disant c'est une mauvaise passe, pourquoi les devis sont annulés, est-ce que c'est le prix, est-ce qu'on n'a pas bien expliqué, est-ce que voilà, pour quelles raisons. Et c'est là aussi où on a en tant que conseiller, j'ai toute une part de responsabilité aussi pour bien accompagner le chef d'entreprise. Et faire en sorte qu'il puisse transformer, on va dire, la validation de plus en plus de devis, bien sûr. Et de devis intéressants pour lui. Bien sûr, parce qu'encore une fois, faire appel à un conseiller rivaliste, donc toi, par exemple, qui est dans le Finistère Sud, c'est se dire, voilà, j'ai créé mon entreprise, j'ai un objectif et je veux être certain d'atteindre mon objectif et je veux être bien accompagné pour être certain que finalement, ce que je fais, ce que je propose, c'est bien et que dans ma gestion, je fais les bonnes choses, quoi. Complètement. D'autant plus que un entrepreneur, quand il a en tout cas un ou deux salariés ou un peu plus, quand l'entreprise est en difficulté, ce qui se passe, c'est que il va payer ses salariés et lui se payer en dernier, voire des fois reprendre quelques miettes seulement pour pas mettre son entreprise en difficulté. Donc c'est important hein, dans ces cas-là aussi d'être bien accompagné pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne le mieux possible et faire en sorte que tout le monde puisse être récupéré, on va dire, les bons fruits du bon fonctionnement de l'entreprise. Alors bien sûr, quand tu commences à faire un pilotage d'entreprise, il y a un début, un milieu et une fin, c'est-à-dire qu'il y a un suivi, bien sûr, sur tous les processus. Oui. Alors c'est une fin, après, oui, il peut y avoir une fin, il peut ne pas y avoir de fin. Hein. Il y a effectivement un début, il y a le suivi tout au long voilà, d'une année, mais généralement, en fait, on suit l'entreprise 2 ans. Et puis après, c'est renouvelé. D'accord. Ah oui, c'est un sacré engagement, en fait. Oui, complètement. Mais parce que quels que soient les… En fait, c'est aussi faire prendre conscience à l'entrepreneur que, ok, réaliser une planification pour un an, c'est bien, mais c'est le faire chaque année et le suivre tous les jours de chaque année. Donc, en fait, c'est découvrir que, au bout d'un an, on s'était fixé tel objectif, on les a atteints, mais maintenant, pour l'année d'après, il faut se refixer d'autres objectifs et toujours essayer d'aller un petit peu plus haut, de telle sorte à petit à petit, en fait, continuer de croître, en fait. De croître tout en faisant attention, en tout cas en veillant à mon bien-être en tant qu'entrepreneur et au bien-être de mes employés si j'en ai. Complètement. Et de l'entreprise aussi, bien sûr. Alors, quand je dis de croître, c'est pas de surexploiter les salariés, hein. C'est pas du tout ça, hein. L'objectif, c'est d'être au contraire dans la bienveillance et dans le bien-être de tout le monde, mais de croître pour vraiment donner le maximum de potentiel de l'entreprise pour que tout le monde puisse être, on va dire, donner son maximum. Oui, que tout le monde soit content, quoi. Et une entreprise qui fonctionne bien, c'est aussi une entreprise qui rémunère bien ses salariés, qui rémunère bien son dirigeant.
et globalement des dirigeants qui sont, on va dire, accompagnés par des conseillers Rivalis en tout cas. Ce sont aussi des entrepreneurs qui retrouvent de la sérénité dans la gestion et dans leur quotidien d'entrepreneur. Ils retrouvent de la sérénité, ils retrouvent plus de temps libre, parce que la plupart des entrepreneurs, avant d'être accompagnés par un conseiller, sont des gens qui peuvent des fois travailler 6 jours, des fois même 6 jours et demi par semaine. Donc, ce sont des gens qui négligent leur santé, qui négligent leur famille, qui, voilà, tout simplement parce qu'ils sont dans l'entreprise, en les accompagnant, effectivement, on peut leur amener beaucoup. Patrick, il y a des micro-coupures. Est-ce que tu veux bien reprendre ta dernière phrase? Si tu t'en rappelles. Je sais parce que j'en étais. Moi, je disais que le fait d'accompagner le chef d'entreprise, en fait, c'était vraiment de lui donner la possibilité de retrouver du temps libre pour lui dans la semaine, notamment les week-ends, qui permettent aussi de prendre des vacances, d'avoir un bon salaire, tout en ayant une entreprise qui fonctionne mieux. Donc, en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. Oui. Est-ce que tu as un exemple là qui te vient en tête d'un entrepreneur que tu as accompagné, peut-être un entrepreneur réticent, ce serait même encore mieux, tu vois, le genre d'entrepreneur qui dit ah non, moi j'ai pas besoin de conseiller, je me débrouille tout seul, et puis qui finalement a fait appel à un conseiller Rivalis et qui a découvert quelque chose, qui a changé radicalement son entreprise. Tu as un exemple comme ça? Je dirais globalement, pour pas trop peut-être généraliser, mais je dirais presque tous les chefs d'entreprise. C'est bien, c'est merveilleux, mais c'est comme ça. Entreprise et parce que bon, un chef d'entreprise qui appelle en disant oui, j'ai besoin d'être conseillé, j'ai besoin de voir ce que vous pouvez m'apporter, ça arrive très rarement. Par contre, on va démarcher les entreprises pour leur expliquer un petit peu comment on peut les accompagner. Et très souvent, effectivement, quand on arrive, c'est mon entreprise, elle a déjà plusieurs années, elle fonctionne, c'est bon, j'ai pas besoin de vous, quoi. Ouais. Quand la personne fait le pas après, de se dire tiens, après tout, qu'est-ce que vous pourriez m'apporter? Et qu'effectivement, on leur montre ce qu'on peut leur apporter, mais surtout qu'on leur apporte ce qu'on a dit qu'on pouvait leur apporter, et que les gens, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, se rendent compte qu'ils ont doublé, triplé leur chiffre d'affaires, que leur entreprise, elle fonctionne de mieux en mieux, que tout est super, et que malgré ce développement, ils se sentent plus sereins, ils sont plus heureux qu'avant, ils sont mieux dans leur peau, et voilà, c'est tout simplement génial. Donc la promesse d'un conseiller que tu es, c'est d'aider l'entrepreneur à avoir plus de trésorerie, d'aider à avoir plus de temps, d'aider à être vraiment bien dans son boulot au quotidien. Dans sa tête aussi. Parce que un chef d'entreprise, et j'étais un peu entrepreneur aussi avant, j'y suis toujours d'ailleurs, parce qu'en tant que conseiller Rivalis, je suis aussi entrepreneur. C'est toujours il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que je vais être à jour dans mes chantiers? Est-ce que je vais gagner suffisamment d'argent? Est-ce que le chantier va être rentable? Est-ce que ma trésorerie va bien fonctionner? Voilà. Est-ce que je vais savoir faire déclarer mes impôts? Enfin, ce genre de choses très basiques aussi. C'est-à-dire, une fois que je les ai déclarés, est-ce que je vais pouvoir les payer aussi? Ah oui, aussi. On les accompagne même pour pouvoir améliorer de la trésorerie, justement, parce que c'est aussi la trésorerie qui est le nerf de la guerre, parce que quand on n'a pas une bonne trésorerie, forcément au niveau des banques, on va avoir des agios, ou quand on aura éventuellement besoin de faire un investissement, ce sera plus compliqué. Donc les entrepreneurs, globalement, Rivalis existe depuis maintenant 27 ans, parce que ça a été créé en fait le 6 juin 94, donc voilà, il y a eu 27 ans le 6 juin dernier, le dimanche.
Et Bon anniversaire. c'était hier. Et depuis 27 ans, les conseillers qui existent à travers la France ont permis de faire en sorte que les entreprises qu'ils accompagnent, en fait, embauchent, investissent, ont une meilleure trésorerie et que les dirigeants se sentent plus à l'aise, travaillent moins et gagnent plus d'argent pour eux. Voilà, c'est vraiment que du bénéfice pour l'entreprise et pour le dirigeant. Alors, et en plus, ce sont des entrepreneurs qui ont lancé ça au départ. Donc, c'est vrai que ça a une démarche de, voilà, on s'entraide entre entrepreneurs. Mais en fait, c'est ça, conseiller Rivalis. C'est l'entraide d'un entrepreneur vers un autre entrepreneur. Complètement. C'est tout à fait ça. Bon, alors, si vous êtes entrepreneur vous-même et que vous avez une question à Patrick avant qu'il reparte, parce que là, l'émission touche bientôt à sa fin, il nous reste 8 minutes, posez-les en commentaire si vous avez une question pratique tout de suite. Là, vous avez besoin d'une réponse. Moi, j'ai une question pour toi, Patrick. Tu sais, j'ai des origines des Outre-mer du Pacifique et quelqu'un qui a une entreprise, alors la monnaie n'est pas la même, mais finalement un entrepreneur à l'autre bout du monde, dans les Caraïbes, où finalement c'est la même chose. Enfin, je veux dire, le concept, la démarche même d'un entrepreneur va être la même que l'on soit ici ou à l'autre bout du monde. Donc, si quelqu'un avait envie de te contacter, mais qu'il est justement dans l'autre hémisphère, tu fais j'allais dire du télétravail, mais tu fais du pilotage d'entreprise à distance aussi? L'engagement avec la société Rivalis, c'est d'être très proche des entrepreneurs que l'on accompagne, d'être généralement dans un périmètre, on va dire, d'à peu près 1 heure de route, pour ne pas passer son temps sur la route, parce que c'est une perte de temps, et pour être, on va dire, vraiment, parce que c'est la valeur humaine, c'est l'accompagnement humain. Voilà, c'est vraiment sentir qu'on a quelqu'un qui est vraiment à côté et qui peut nous accompagner. On parlait tout à l'heure d'ailleurs de la période un peu Covid, là, qu'on vient de passer. Quand on discute avec certains entrepreneurs, effectivement, ils ont ressenti encore plus d'isolement. Et donc, voilà. La force notre force, en fait, la force d'un conseiller Rivalis, c'est vraiment d'être très proche des entreprises que l'on accompagne, des entrepreneurs que l'on accompagne. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut vraiment, c'est montrer à l'entreprise, à l'entrepreneur qu'il n'est pas seul. Voilà. Donc, c'est vraiment cette proximité. Ouais. À la limite, il faudrait un conseiller Rivalis dans l'île, si par exemple je suis à Tahiti ou à La Réunion ou en Guadeloupe. Et est-ce que ça, c'est un réseau qui a atteint, qui est sorti de l'Hexagone aujourd'hui? Oui. Alors, il est sorti de l'Hexagone, oui, parce que je sais qu'il y en a sur l'île de La Réunion. Maintenant, est-ce qu'il y en a en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie? Sincèrement, je ne sais pas. Ce serait peut-être l'occasion, si par exemple quelqu'un écoutait cette émission et que ça lui parlait, parce que c'est vrai que parfois on entend quelque chose. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'entendais une amie me parler de son métier, elle était commerciale et vraiment je rêvais, je disais mais c'est ça que j'ai envie de faire comme toi, etc. Et donc je me suis essayée comme commerciale. Ça n'a pas duré très longtemps dans ma carrière parce que je me suis aperçue que bon, c'était pas tout à fait dans mon caractère, on va dire ça comme ça. Mais quelqu'un qui t'écoute là depuis le début de cette émission et qui se dit mais moi j'aimerais faire ça. Est-ce qu'un conseiller Rivalis qui a juste envie et qui n'a peut-être pas forcément les compétences peut postuler et ensuite faire des formations peut-être? Je ne sais pas comment ça se passe, oui. On ne s'improvise pas conseiller Rivalis et c'est aussi la chose que j'ai trouvée très intéressante et géniale avec justement ce réseau Rivalis, c'est qu'on est formé, on est accompagné, on nous prend presque comme si on ne connaissait rien à rien pour nous amener vraiment à être un conseiller, on va dire vraiment optimum, hors pair. Et donc ça, c'est génial.
Donc, Oui, effectivement, à devenir un expert pour pouvoir bien conseiller les autres, quoi. complètement, complètement. Donc, si effectivement quelqu'un nous écoute et a envie de venir conseiller Rivalis, ce serait avec plaisir. Avec Bon, eh plaisir. bien, de toute façon, je vais mettre les liens. Alors, ils sont déjà sur le titre de la vidéo, mais je vais remettre le lien, bien sûr, et du site et de ta page, hein, parce que peut-être que ça peut être quelqu'un qui est en Bretagne et qui aurait besoin de plus d'infos. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton métier aujourd'hui, qui est conseiller Rivalis? Je voulais juste finir un petit peu par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. On a commencé un petit peu à donner quelques clés justement pour bien piloter son entreprise. En fait, il y a 5 clés globalement. On en a surtout un peu évoqué 2, c'est-à-dire c'est établir le prévisionnel, mettre en place des indicateurs, mais derrière, c'est surtout permettre d'avoir une très bonne visibilité de son entreprise pour éviter un petit peu d'être dans le brouillard. De faire un suivi très régulier. Alors, avec un conseiller, c'est encore mieux, mais vraiment un suivi très régulier et très sérieux. Et puis, les conséquences du suivi font que dès qu'on dérive un petit peu, de pouvoir réagir et de corriger au plus tôt. Parce que ça, c'est aussi, c'est surtout très important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a constaté qu'il y avait une dérive, voilà, on les voit là. Une fois qu'on avait constaté qu'il y avait une dérive, de vraiment réagir le plus vite possible pour redresser et pour permettre vraiment d'aller au maximum. Et je dirais, c'est pas de la magie, c'est juste du bon sens. Ce qu'on aime bien chez Rivalis, c'est surtout se dire, on n'applique pas des formules et des choses très compliquées, mais c'est le bon sens qu'on met en application qui permet vraiment de donner le maximum, le potentiel maximum d'une entreprise, et ce qui fait que derrière, simplement, tout fonctionne super bien. Voilà. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui va terminer notre émission, à moins que tu veuilles encore ajouter quelque chose. Je vous remercie en tout cas pour m'avoir donné la possibilité de cet entretien. J'avais quelques craintes au début en tout cas. Ah bon, tu merci. avais des craintes. Merci beaucoup. C'est moi qui t'ai fait peur en plus parce que je m'étais pas mis le micro, tu m'entendais pas, je ne t'entendais pas. Enfin bon, c'était vraiment très rigolo ce début. De toute façon, ça sera coupé au montage, comme on dit. Donc vous pourrez revoir ce replay, bien sûr, tout de suite. Après la fin de l'émission, ce replay sera disponible. Cette émission, elle était diffusée en simultané sur ma page Facebook, sur mon profil et sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. Donc, pensez si ça vous a plu, pensez à liker. Vous pouvez aussi partager parce que ça fait toujours plaisir. Merci encore, Patrick, et merci d'avoir expliqué ce qu'était Rivalis, le réseau Rivalis, ce que ça pouvait apporter aux entrepreneurs. Et je te souhaite bon vent pour la suite. Et en tout cas, on a vu, j'ai partagé quelques articles et notamment cette agence événementielle là, qui a enregistré une augmentation de 1000% de son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, ça fait rêver. Et si vous êtes entrepreneur et que vous vous posiez justement des questions, eh bien c'est peut-être le moment que ce soit au début de votre création d'entreprise ou au milieu, ou si ça fait déjà quelques années que vous êtes entrepreneur et que vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, vous avez un interlocuteur tout trouvé en la personne de Patrick. Merci, Patrick. Merci, Lénaïque. Bonne soirée.